Chers amis, abonnés, chers lecteurs du Point, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré à l'intelligence artificielle. Alors, c'est le sujet du moment qui passionne aussi bien Xi Jinping que Joe Biden, mais surtout qui nous passionne tous. D'ailleurs, à la rédaction du Point, ces quelques mois, regardez ce que nous avons produit. Voilà cette première couverture, le basculement du monde, travail, éducation, médecine, géopolitique, rien ne sera plus comme avant. Et encore plus récemment, au mois de septembre, ce nouveau sujet, ce qu'il faut apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle de 3 à 103 ans. Vous voyez qu'on est optimiste parce qu'effectivement, c'est le sujet qui nous passionne tous. On a bien compris que c'était une révolution, peut-être encore plus importante que la révolution d'Internet. L'intelligence artificielle, je rappelle que c'est une expression qui a été formulée pour la première fois en 1956. Vous voyez que ce n'est pas tout récent, à la conférence de Dartmouth, et elle est au cœur de toutes les conversations depuis moins d'un an avec l'arrivée de cet animal incroyable, ChatGPT. Bon, cette révolution industrielle, elle va à la fois nous permettre d'améliorer, d'innover, d'accélérer dans la recherche. Elle va nous permettre de changer notre rapport au monde et tout ça, c'est extrêmement positif, mais en même temps, comme toutes les révolutions, elle comporte ses angoisses. Le monde du travail, le rapport à la vérité, la place de l'humanité. Quelle société va accoucher de cette révolution? Alors, pour en parler, nous avons aujourd'hui la grande chance d'avoir avec nous Thomas Wolf, qui est le co-créateur de Hugging Face. Alors, si ça ne vous dit rien, Hugging Face, eh ben, c'est grave parce que vous avez en face de vous l'un des 3 créateurs d'une pépite de l'intelligence artificielle, et on en est d'autant plus fier qu'elle est française, créée en 2016 par 3 Français, un ESSEC et 2 polytechniciens, dont Thomas Wolf, qui est avec nous aujourd'hui. Et cette entreprise a su créer une communauté de fans dans le monde entier. Thomas, bonjour, merci d'être avec nous. On dit au Point que vous êtes un de ces Français que le monde nous envie. Donc voilà, encore bravo. En fait, votre génie, c'est d'avoir réussi à mettre à la disposition de tous les outils qui vont nous permettre de nous approprier l'intelligence artificielle. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, surtout avec Guillaume Gralet. Guillaume Gralet qui est rédacteur en chef chargé de la tech, des sciences au journal. C'est notre grand spécialiste de la question, et c'est lui qui va pouvoir animer ce débat à mes côtés, avec vous Thomas, et bien sûr avec tous nos abonnés, tous nos lecteurs qui peuvent nous envoyer leurs questions, et on sera ravis de les transmettre. Je m'adresse, Thomas, à vous directement. Est-ce que vous pouvez nous définir l'intelligence artificielle? Et puis quand Guillaume sera à mes côtés, on reviendra un peu sur votre parcours et qui vous êtes. Mais déjà, expliquez-nous un peu, c'est quoi cette révolution dont on a tant peur et qui s'appelle l'intelligence artificielle? Comment la définir? Tout d'abord, merci beaucoup, Valérie, Guillaume, de m'accueillir ce soir pour discuter un petit peu d'intelligence artificielle. Alors, c'est un sujet dans lequel je passe mes journées et mes nuits parfois, puisqu'on a aussi une partie de l'entreprise qui est aux États-Unis. Hugging Face est une entreprise complètement remote. Alors, en plus d'être cofondée par 3 Français, on a fait cette entreprise d'une nouvelle manière, c'est-à-dire qu'on a quelques locaux, mais les 3 cofondateurs habitent dans 3 continents différents. Et puis, on a participé, on a eu la chance, parce que bon, il y a aussi un côté chance, j'ai envie de dire, dans toutes les startups qui réussissent, faut pas être. Mais on a eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit, avec des idées qui ont été reprises par la communauté, et au moment où la nouvelle révolution intelligence artificielle a débuté. Alors, définir l'intelligence artificielle, c'est pas facile, parce qu'en fait, ça couvre énormément de technologies. Il y a des plus ou moins anciennes, il y a des technologies qu'on voyait déjà il y a quelques années, qui sont déjà utilisées, et puis il y a des technologies très récentes qui sont en fait celles qui font qu'aujourd'hui vous faites une du Point assez proches l'une de l'autre sur ce sujet, qui sont les technologies qu'on appelle aujourd'hui génératives. Donc, on a l'intelligence artificielle un peu traditionnelle qu'on a déjà entendu parler, qui a déjà fait des très belles choses de DeepMind, par exemple pour apprendre en effet à replier des protéines, DeepFold, ou pour faire des jeux, AlphaGo, et puis avant ça, on avait l'intelligence artificielle qui gagnait aux échecs. On était devenu un peu peut-être habitué à cette forme d'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, mais la nouvelle forme qui déboule là, avec ChatGPT, avec Midjourney, qui peuvent générer des images, ça c'est vraiment complètement différent. Alors, la manière dont moi je le décris,
pour prendre une définition très simple, en fait, c'est une sorte de machine culturelle. C'est-à-dire qu'on met dedans des pans entiers de la culture, souvent américaine d'ailleurs, et puis c'est capable de les digérer et de nous ressortir en fait des choses associées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait cette intelligence artificielle, elle est très forte pour faire des tâches auxquelles on ne l'attendait pas. Toutes les tâches qui sont en fait de la création de contenu de texte, de poèmes, de contenu d'images, toutes ces tâches qu'on pensait réservées aux humains d'une certaine manière. Si vous m'aviez posé il y a 2 ans la question qu'est-ce qui restera aux humains quand l'ordinateur aura vaincu? J'aurais dit la créativité, évidemment, c'est quelque chose qu'on aura toujours nous. Et aujourd'hui, on C'est est exactement ce que complètement. tous, on a pensé, hein. On a pensé et on a longtemps dit: «Ne vous inquiétez pas, jamais la machine ne pourra être créatif, faire des poèmes et ça, on sera toujours nous les humains imbattables». Aujourd'hui, on se pose sérieusement la question, de notre imbattabilité, dirais-je. Grosse question. Et du coup, c'est aussi surprenant parce que les métiers qui sont impactés ne sont pas du tout ceux auxquels on s'attendait au début, hein. Évidemment, les premiers métiers où on avait pensé à la machine, c'était par exemple les métiers sur les chaînes de montage avec les robots, etc. Et il s'avère que tous les métiers manuels sont très peu impactés par cette révolution de ChatGPT, de Midjourney, hein. Donc en fait, les métiers, bon alors évidemment musiciens, mais aussi plombier, électricien, tous les métiers, j'ai envie de dire, de l'artisanat, sont des métiers qui sont très peu impactés quand on regarde les bilans. Et puis les métiers qu'on pensait, par exemple du marketing, qu'on pensait très loin de la machine, sont les premiers, hein. Aujourd'hui, quand on travaille dans le marketing, eh bien, il faut savoir utiliser ChatGPT. Je pense que c'est évident, on ne peut pas l'ignorer en tout cas. Et c'est un métier parmi d'autres, hein. Je n'ai pas les chiffres exacts des dernières estimations de McKinsey sur le remplacement des métiers, par exemple, mais ça va être un impact très, très fort. Je ne sais pas si on m'entend bien là. Merci beaucoup Thomas. Donc en fait, ce que je voulais dire très rapidement tout à l'heure, et Valérie parlait d'une communauté qui est rassemblée par Hugging Face, elle a totalement raison. Et c'est que vous avez suscité avec cette entreprise qui rend hommage à l'emoji qui vous tend ses bras, l'admiration de personnes très différentes, comme Andrew Ng, le professeur à Stanford, le co-créateur de Coursera qui donne des cours en ligne, mais aussi Yann Lequin, donc le prix Turing, un autre Français bien connu dans la recherche, un des inventeurs du deep learning. Et tout ça, c'est un peu une histoire de copains. C'est-à-dire que Julien Chaumont et Clément se sont rencontrés dans un bar. Toi, tu étais en classe avec Julien à Polytechnique. Vous faisiez partie d'un même groupe de rock. Mais aujourd'hui, Hugging Face s'est imposé, et corrige-moi si je me trompe, comme une bibliothèque très ouverte, c'est-à-dire qui va permettre à tout un chacun de s'approprier l'intelligence artificielle. Et ce côté ouvert est extrêmement cher à ton cœur, à la philosophie de Hugging Face. Et je voudrais peut-être que tu expliques pourquoi c'est important avant d'autres questions. Oui, je pourrais. Évidemment, enfin oui, c'est ça. Le cœur je dirais le cœur de Hugging Face, c'est qu'on n'a pas suivi le startup book habituel. On a fait une entreprise très différente. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que même en étant hors du système comme 3 Français, on est devenu assez gros sur la scène internationale. Et donc le point fondamental, c'est qu'on avait à cœur que cette révolution de l'IA, on voulait qu'elle soit partagée et accessible à tous. On n'est pas très intéressé, en tout cas moi, un futur qui ne m'excite pas énormément, c'est un futur où il y aurait quelques multinationales américaines qui auraient un monopole complet sur l'IA, un petit peu comme ce qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux, où finalement on a 2, 3 réseaux sociaux qui sont tous la propriété des mêmes GAFA. On ne trouve pas très excitant d'avoir un futur où la même chose se reproduit pour l'IA, et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant si on a un futur où l'IA devient une sorte de bien commun de l'humanité. C'est souvent la manière dont je partage, un peu comme des avancées technologiques, je ne sais pas, l'électricité, la physique quantique. On ne peut pas dire que ça appartient à une personne précise, en fait. Ce sont des choses qui appartiennent à tout le monde. Et on a essayé de créer ça. Et donc, notre idée, c'était de faire une plateforme ouverte, une plateforme d'échange, où les gens pourraient venir partager des modèles d'intelligence artificielle. Alors, c'est un petit peu comme un logiciel, mais c'est légèrement différent, puisqu'il n'y a pas des lignes de code, mais il y a des matrices de chiffres à l'intérieur, principalement. Et donc, on a fait une plateforme où les gens peuvent partager ça, et puis aussi tout ce qui va autour, parce qu'on parle beaucoup des modèles d'IA. Autour, il y a aussi des datasets, il y a comment on interagit avec les modèles, etc. Il y a tout le contact avec la société. Et donc, cette plateforme, c'est le hub de Hugging Face. Donc, les premiers utilisateurs, c'est évidemment les gens qui vont intégrer ces intelligences artificielles dans des produits pour le grand public.
Mais de plus en plus, on a aussi des personnes, je dirais, pas des spécialistes de l'IA ou pas forcément des développeurs informatiques, mais qui viennent sur la plateforme. Et l'une des raisons, c'est qu'on a aussi beaucoup de contenu éducatif et de contenu d'interaction. Donc, si vous avez un nouveau modèle qui apparaît, qui a été créé par quelqu'un et partagé sur le hub, vous pouvez venir l'essayer sur le hub dans ce qu'on appelle des démos, des spaces, qui sont des petites apps interactives. Par exemple, si c'est un modèle de génération d'images à partir de texte, vous pouvez rentrer du texte, ça génère de l'image. Et ça, notre idée, c'est que la seule manière, disons, que l'IA soit comme ça, une sorte de contenu commun à toute l'humanité, c'est qu'on fasse aussi de l'éducation et qu'on rapproche toutes ces technos du grand public, que ce ne soit pas uniquement accessible à quelques développeurs informatiques ultra spécialisés qui, du coup, seront toujours dans les mêmes entreprises. Donc, il y a cette idée comme ça d'aller très près de la communauté au sens large. En fait, on a une idée, on veut tester quelque chose, on se plug sur votre plateforme et on peut créer des… Voilà, Je peux exactement. vous donner un exemple. Alors, récemment, donc l'IA est aussi un peu sous forme de trend viral. Et donc, récemment, une trend très virale, c'était d'utiliser des motifs noir et blanc pour créer des images. Vous avez peut-être vu cette image de spirale. On prend une spirale noir et blanc et on demande de créer, par exemple, un village en Toscane à partir de cette image. Et le modèle crée une sorte d'illusion d'optique assez incroyable, en fait, où on voit la spirale, mais en même temps, cette spirale est faite de maisons d'une manière qui est très réaliste et on ne sait plus vraiment où on est. Donc, il y a ce genre d'image-là. Donc, si vous tapez sur Google Illusion Diffusion, c'est créé par un modèle qui s'appelle Stable Diffusion, qui est un modèle open source. Eh bien, un des premiers contenus sur Google, ce sera la démo sur Hugging Face. Vous pouvez taper, je vais le mettre dans le chat pour les gens qui sont là. Je pourrais partager mon écran, mais ça va peut-être nous emmener un peu loin si je commence à vous montrer les choses. Voilà, super, si vous montrez les choses. Ça va passer dans la modération. Et je vais voir si je peux le faire marcher. Et donc, ça, c'est un exemple de choses extrêmement accessibles sur notre plateforme. Et toutes ces démos-là, tous ces spaces sont par création, par définition, en fait, des sites, on appelle ça no-code des fois, c'est-à-dire on peut utiliser quelque chose sans avoir besoin de coder. Justement, je me permets de rebondir là-dessus, Thomas. On a vu avec la toute dernière version de ChatGPT, en tout cas la version GPT-4 réservée aux professionnels aux États-Unis, la possibilité d'envoyer des images à ChatGPT, par exemple une fonction où on va dessiner, par exemple, je dis n'importe quoi, un évier qui doit s'ouvrir suivant à différentes conditions, et on va voir ChatGPT créer le code en fait qui correspond à cette demande de fonction. On se demande un tout petit peu où va s'arrêter ChatGPT. Quelles pourraient être les prochaines étapes pour toi de ce genre de modèle ou les modèles que vous construisez également? Oui, alors cette extension-là, donc on appelle ça des fois du multimodal. Donc les modalités, une modalité, c'est par exemple le texte, une autre modalité, c'est l'image. Et le code informatique est souvent considéré comme une modalité un peu spécifique, parce que c'est du texte un peu étrange quand même. Ou alors le son, évidemment. Et donc, on a de plus en plus des modèles qu'on appelle multimodaux. Donc, ils vont être capables d'aller d'une modalité à l'autre. Donc, l'année dernière, c'était un petit peu ce qui a fait découvrir même avant ChatGPT, l'IA au grand public, c'était les modèles texte ou image, où on mettait du texte et puis le modèle générait une image. Et ces images sont assez vite devenues avec une qualité photoréaliste. Et donc, cette extension-là, multimodale, texte vers code, code vers texte vers son, c'est une extension assez naturelle, assez facile. Et donc, je dirais, je prends très, très peu de risques en prédisant que l'année prochaine, on aura des modèles qui seront capables d'ingérer la plupart des modalités qu'on utilise, en tout cas sur Internet. En fait, la principale question pour ajouter ou pas une modalité, c'est est-ce qu'on a beaucoup de data sur Internet? Parce qu'en vrai, donc derrière ces modèles, je disais que c'est des machines culturelles. Comment ça marche? On prend énormément de données, on met dans le modèle, on mélange. Alors, le mélange s'appelle le training, l'entraînement. Et puis après, il sera un modèle qui est capable de générer des datas de ce format. Donc, on a commencé par le texte parce qu'Internet est des téraoctets de texte. Et puis, assez vite, on est venu aux images parce qu'il y a aussi beaucoup d'images. Et puis, petit à petit, comme ça, on va de modalité en modalité. Le son, les vidéos sur YouTube. Alors, il y a plein de questions de est-ce qu'on a le droit d'utiliser tous ces datas, hein, c'est toutes les questions des
Bah oui, absolument. Alors, par exemple, pour nous, médias, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, comme vous dites, il y a des millions de data dans la machine. Parmi ces millions de data, il y a des millions de data qui proviennent de sources de contenus qui sont les contenus des journaux, des médias, et qui vont se retrouver moulinés dans la machine, et puis qui vont produire des contenus qui, à leur tour, seront remoulinés dans la machine avec d'autres contenus. Et puis un jour, même la trace de l'origine, de la source de tout ça disparaîtra. Et même pour des métiers comme les nôtres, c'est un peu aussi une énorme interrogation. C'est-à-dire que si la machine s'empare de toutes les datas et les mouline à l'infini, il y a un moment donné, à quoi nous on servira? Et ça pose aussi la question de la propriété intellectuelle, qui est une vraie question, qui est une question de fond liée aussi à nos libertés et à la défense de nos libertés. Est-ce que c'est des choses que vous appréhendez et comment vous essayez, vous, d'y réfléchir? Ah oui, oui, bah énormément, énormément. En particulier avec Linkface, parce qu'évidemment, si on veut que l'IA soit un bien commun, on ne peut pas vraiment la considérer, enfin, elle ne peut pas juste être une sorte de parasite comme ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes pour tout ce qui est de l'économie de la création et des créateurs qui étaient déjà assez fragiles, hein, j'ai envie de dire, comme système. Enfin, en tout cas, on l'a vu par exemple en musique, hein, quand on est passé des disques au streaming, eh ben, on s'est rendu compte qu'il fallait faire des milliards de streams pour commencer à toucher un petit peu d'argent. Et donc, ces économies-là qui sont assez fragiles, elles risquent d'être très, très impactées par le déploiement de ces technologies, surtout que la manière dont c'est fait pour l'instant, c'est une manière un petit peu de force brute, hein, c'est-à-dire c'est un petit peu la manière start-up américaine, j'ai envie de dire, break it, etc., sans trop se poser de questions. Alors nous, la manière dont on le fait, c'est d'essayer de proposer une autre direction. On peut pas vraiment nier cette technologie, hein. L'IA est là, elle va se développer. Évidemment, elle est capable de faire tellement de choses formidables que ça semble presque impossible de revenir en arrière maintenant qu'on a ouvert la boîte. Par contre, ce qu'on cherche, c'est des directions intéressantes. Et donc, par exemple, là, on a fait un modèle récemment, juste avant l'été, qui est un modèle qui génère du code uniquement. Et donc ça, c'est très utile notamment pour les développeurs informatiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte d'assistant au code qui vous propose des complétions, un petit peu comme dans Gmail, quand vous tapez un email, je ne sais pas s'il le fait encore d'ailleurs, mais il vous proposait des prolongations possibles. Et donc il y a des modèles qui font la même chose pour le code. Et la manière dont on l'a fait, c'est qu'on a pris le code sur Internet, mais on allait le filtrer de manière très drastique par licence, par exemple, en gardant uniquement les licences permissives. C'est assez facile pour le code parce que tout le monde dans le milieu du code, les développeurs informatiques mettent presque toujours une licence dans le code. Et donc, on peut assez vite filtrer déjà les personnes qui n'ont pas du tout envie qu'on modifie ou qu'on réutilise leur code. C'est une première étape, j'ai envie de dire. Après, la deuxième étape très importante, c'est essayer de voir si on peut créditer et reconnecter la génération aux données d'entraînement. Donc ça, on a fait ça aussi dans StarCoder, donc ce modèle-là dont je vous parle, qu'on a sorti juste avant l'été. On l'a fait avec une méthode assez simple, où on est juste allé comparer, et puis si c'était très proche, eh bien, on faisait un lien. Il y a sans doute beaucoup de recherches. Le problème, c'est que là, c'est encore un problème de recherche assez ouvert du point de vue recherche informatique, enfin de chercheurs. Et on est déjà, d'un autre côté, à l'étape où on a des produits qui sont utilisés. Donc, on est allé un petit peu vite dans la mise en action. Et je dirais, moi, personnellement, c'est quelque chose qui, je trouve, un petit peu inquiétant, c'est à quel point ces technologies se déploient très vite dans la société, avant même qu'on ait pu penser vraiment leur intégration. L'autre exemple, c'est évidemment, c'est ChatGPT et l'école. Comment ça marche maintenant, que les élèves peuvent juste demander à ChatGPT de faire leurs devoirs et que dans 90% des cas, c'est quelque chose qui est faisable par la machine. Comment est-ce qu'on intègre ça ? Comment vont faire les professeurs? Comment vont faire toutes ces professions-là? C'est-à-dire que ce que vous venez de dire, une phrase extrêmement importante, de toute façon, les possibilités et les avancées sont tellement énormes qu'il n'est pas question, de toute façon, de fermer la porte une fois qu'on l'a ouverte. La question est de savoir, par exemple, vous avez évoqué l'école. Je pense que beaucoup de nos auditeurs, nos lecteurs, nos abonnés aujourd'hui, qui ont des enfants, s'interrogent. Mais est-ce que ça va encore servir à quelque chose, l'école, si finalement la machine délivre tout et nous submerge d'informations qu'un cerveau moyen d'enfant ou d'adolescent moyen, de toute façon, n'aurait pas la capacité d'absorber, donc la machine sera de toute façon plus forte. Mais alors, ça repose des questions vertigineuses. À quoi sert l'école ? À quoi sert
Et qu'est-ce qui va servir? D'ailleurs, c'était le sens du numéro qu'on a fait au mois de septembre au point avec Guillaume. Si aujourd'hui on veut aider nos enfants à appréhender le monde de demain, comment on les prépare? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils favorisent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'il faut susciter en eux? En fait, quels seront les enfants qui seront les adultes de demain les plus en phase avec toute cette révolution qui arrive? Eh ben, énorme question, Valérie. Question vertigineuse, je trouve aussi. Moi, je pense que le vertige que j'ai eu, il est venu l'année dernière, hein, quand je me suis rendu compte que j'avais écrit de manière, voilà, quelque chose en anglais. J'étais assez fier de mon anglais que j'avais passé du temps à peaufiner. Puis je l'ai fait passer dans ChatGPT et c'est ressorti nettement mieux. Et là, je me suis dit, mince, voilà une skills, voilà une compétence que j'ai passé beaucoup d'années à peaufiner, et puis la machine le fait beaucoup mieux que moi. Et il y avait quelque chose de fondamental où je me suis dit, mais qu'est-ce qui va nous rester? Et puis la question de l'école, ben, c'est la même, hein. J'ai aussi 2 enfants qui vont à l'école, qu'est-ce qu'on leur apprend? Alors, peut-être là, je serais assez optimiste encore, parce qu'on a déjà vu beaucoup de révolutions quand on y réfléchit. Hein. Google et l'accès à la connaissance, on est maintenant habitué, hein, que, évidemment, on ne va pas demander aux enfants d'apprendre par cœur certaines choses, parce que Google est là, et on voit que l'éducation est beaucoup moins basée sur un apprentissage de connaissances qu'elle était il y a peut-être 30 ans, ou même moi d'ailleurs, quand on avait encore beaucoup d'apprentissage de connaissances. Maintenant, c'est plus un apprentissage à utiliser ces outils, et puis un apprentissage à apprendre d'une certaine manière. Donc, je pense que là aussi, en fait, on va sans doute absorber cette nouvelle technologie, et il y a des choses qu'on ne demandera plus aux élèves, parce qu'on se dira, c'est un peu bête, c'est des choses que les gens ne font plus. Et qu'est-ce qui reste? Alors, par exemple, moi, mon fils, je lui apprends à programmer, à créer des IA. Il nous reste ça, je pense. Mais aussi, il a quel âge, Thomas? Il a quel âge, ton fils? Il a 10 ans. Donc il programme sur quel langage? La limite, on fait du Python. D'accord. Du Python. Mais je pense que le langage, en fait, c'est plus aussi un apprentissage du sort de mode de pensée que même un langage. Hein, parce que bon, il y aura peut-être des nouveaux langages qui vont venir, qui seront plus intéressants, mais c'est plus comment réagir, comment soi-même essayer d'apprendre une nouvelle chose. En fait, si je comprends ce que vous dites, il y a quelque chose que vous avez dit là il y a 2 minutes qui me semble important, c'est que vous avez dit apprendre à apprendre. En fait, il faudrait que nos apprentissages, plutôt que d'emmagasiner du savoir par cœur, ce soit d'apprendre à maîtriser la machine, en fait. Ou Ouais. apprendre, enfin, comment vous voyez les choses? C'est-à-dire, il faudrait que les enfants, les adolescents, les écoliers soient formés à une espèce de souplesse, j'allais dire intellectuelle et presque du cerveau pour apprendre, à maîtriser ces outils. Complètement, oui. Et de plus en plus tôt, comme on a maintenant des cours d'informatique qui viennent de plus en plus tôt, à mon époque, ça arrivait assez tard encore, et maintenant, c'est à partir de l'école primaire qu'on commence à utiliser ça. On aura très clairement, à mon sens, des cours d'IA qui vont venir très tôt. Comment marche cette machine? Parce qu'on voit aussi que ce n'est pas une intelligence humaine. Hein. ChatGPT fait des fois des erreurs qu'on trouve un peu bizarres. Il se trompe ou il ne comprend pas certaines choses. Comment vous pourriez définir la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Justement, c'est quoi le genre d'erreur typiquement que, par exemple, ChatGPT va faire et que moi ou vous ne ferions pas? Bon, alors c'est un sujet qui change quasiment au jour le jour, donc c'est vrai que ce n'est pas évident, mais si je devais vous dire aujourd'hui, et d'ailleurs une surprise, c'est que ces machines ne sont pas très bonnes en maths ou en logique. Alors c'est surprenant parce qu'on se dit que c'est des ordinateurs. Normalement, les ordinateurs sont censés être extrêmement forts en maths ou extrêmement forts en logique. Et en fait, il faut les voir un peu comme ce que je disais au tout début, comme des machines culturelles. Elles ont digéré comme ça toute la Pléiade, en fait, des choses comme ça. Mais en fait, la Pléiade ne vous apprend pas énormément à faire des maths. Donc, en fait, sur certaines erreurs de logique, elles sont assez mauvaises. Alors, elles s'améliorent continuellement. Hein, donc, évidemment, si on refait un podcast dans un an, peut-être on aura d'autres réponses. Mais il y a cette différence-là qui est surprenante. Elles sont assez sensibles à, disons, dire ce qui est… Disons, la manière dont on entraîne ces machines, donc ChatGPT, en 2 mots vraiment, hein, c'est on lui apprend à prédire le mot suivant à partir du début d'une phrase. Donc, c'est ça. Et donc, pour bien prédire le mot suivant,
d'une certaine manière, il ne faut pas non plus être très, très original. Il faut essayer de produire un peu ce que fera le mainstream, ce que fera la personne la plus générale. Donc, elles ont une tendance à rester un peu génériques. Et on le voit d'ailleurs si on fait des générations marketing, elles ont tendance à écrire des choses un petit peu génériques, alors que l'intelligence humaine a un peu cette petite spécificité d'aller souvent chercher un peu des originalités, etc. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui change et on peut aussi pousser ChatGPT, si on veut, à générer des choses originales. Par exemple, là, on s'amusait dans le projet que je faisais aujourd'hui à le forcer à écrire des textbooks, des livres d'éducation, de physique, on lui forçait à mettre des mots comme banane dedans ou alors dauphin. Et il arrive quand même à faire des choses comme ça, à écrire quelque chose sur le GPS en glissant le mot banane. Mais il faut aller un petit peu les chercher. Si on ne va pas pousser ces machines, elles vont générer la chose la plus évidente. Donc elles restent un peu dans l'évidence et assez vite dans les platitudes d'ailleurs aussi. Mais comme tu le dis, Thomas, ça évolue extrêmement vite. Et puis, il y a plusieurs projets, hein, tu les connais mieux que moi, mais il y a notamment un des projets de Yann Lequin d'élargir ces ordinateurs, ces machines à la vision, par exemple, c'est-à-dire d'avoir plus de prise sur le réel, hein, ce qui manque totalement aujourd'hui. Hein. Une machine ne sait pas la douleur qu'on a lorsqu'on tombe ou lorsqu'on se brûle. Et est-ce que, pour aller plus en avant sur la question de Valérie, est-ce que tu penses qu'un jour, on devra, comme le souhaite Sam Altman, eh bien, comme il n'y aura pas assez de boulot pour tout le monde, il faudra établir un revenu universel. Est-ce que tu penses que tout simplement, il n'y aura pas assez de boulot pour tout le monde dans 20, 30 ans? Alors, dans 20 ou 30 ans. C'est énorme. Alors, c'est sûr que c'est une possibilité. On en parlait déjà avant l'IA, du revenu universel, mais c'est sûr que ça a vachement amplifié ces discussions. Et moi, à mon sens, il faut un peu, en effet, réévaluer. Normalement, toute avancée de productivité était censée nous dégager plus de temps libre. On n'a pas forcément vu ça. Moi, en tout cas, ma vie n'a pas beaucoup plus de temps libre, j'ai envie de dire, qu'elle ne l'avait il y a 30 ans, j'ai l'impression. Donc, il faudra, je pense, moi, c'est assez personnel, hein, je pense, les visions, mais moi, ma vision, c'est qu'il faudra réévaluer un petit peu la notion de travail et de temps qu'on passe. Il y avait ce qu'on appelait aussi, c'était il y a quelques années, les bullshit jobs, vous vous rappelez, hein, donc ces métiers où on ne fait rien. Alors, tous ces métiers sont pour la plupart extrêmement automatisables par ChatGPT, par définition, parce qu'il y a très peu de création. Alors, est-ce que ça va lancer la question? Est-ce que ça va permettre qu'on trouve peut-être des solutions pour sortir de ces métiers? Ça serait peut-être bien pour certaines personnes, parce que ce n'est pas non plus une qualité de vie extrême qu'on a quand on est dans un de ces métiers. Il y a un autre thème qui revient très régulièrement, c'est celui de la régulation. Il y a eu quelques mois, on a vu ce moratoire qui a fait beaucoup parler parce qu'il réunissait des signatures extrêmement différentes, aussi bien de Yoshua Bengio, par exemple, mais aussi de Elon Musk, qui appelait à faire une pause de 6 mois. Alors, ça n'a pas été très pris au sérieux, puis on s'est dit, les méchants, entre guillemets, ceux qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, ils vont continuer à faire des recherches, donc c'est impossible, hein, comme tu le disais tout à l'heure à Valérie, d'arrêter les recherches. Comment on peut avoir une régulation intelligente pour toi autour de l'IA? Est-ce qu'elle est faisable? C'est une bonne question. Oui. Alors, on en parle aussi. Donc, il y a 2 grandes régulations qui se développent. Hein. C'est en Europe et aux États-Unis actuellement, avec, on en parlait juste avant, Guillaume, de la Grande-Bretagne aussi. Et puis, elles sont un peu poussées par des moratoires. Alors, ces moratoires, on peut les prendre au sérieux ou pas, parce qu'en parallèle, Elon Musk crée X, sa start-up d'IA, donc avec fracas. Donc, est-ce qu'il y croit vraiment? Moi, mon approche, elle est un peu pragmatique. C'est, étant donné la diversité des acteurs, ça semble un petit peu difficile de synchroniser tout le monde pour dire qu'on va faire une pause de 6 mois. Mais c'est sûr que, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on trouve que l'IA se déploie un peu vite dans la société. Et ça, ce serait bien qu'on ait un petit peu plus de temps. Et donc, nous, ce qu'on propose quand on discutait, par exemple, quand la Commission européenne nous demandait un petit peu notre avis en tant que promoteur de l'open source, ce qu'on pense, c'est qu'il faut se laisser un peu il y a 2 choses, j'ai envie de dire. La première, c'est se laisser des bacs à sable, des sandbox juridiques, des endroits où on peut expérimenter avec cette nouvelle technologie pour voir où elle va être intéressante à être déployée, où ce sera trop critique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des pans de la société où on n'aura pas envie d'avoir de l'IA. Vous ne voulez pas avoir forcément une IA qui gère une centrale nucléaire en France. Non, ça, si on arrive à ce stade-là, c'est probablement qu'on a fait une erreur quelque part. Quelque part, quelqu'un a dit oui
pour automatiser une fonction qui n'aurait jamais dû être automatisée. J'ai un bon ami qui gère une centrale nucléaire, ça me fait plaisir qu'il paye très peu d'intérêt à ce genre de technologie. Et puis, il y a des pans entiers qu'on pourrait augmenter avec l'IA, avec un humain. Moi, par exemple, en programmant, j'utilise des IA pour m'aider. Ça accélère la manière dont je programme, c'est très plaisant. Toutes ces activités où l'IA est une sorte de copilote qui vient vous aider dans une tâche que vous faisiez déjà, mais qui vient un petit peu simplifier des tâches de routine. Et là-dedans, en fait, j'inclus même des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très intéressés par l'IA comme un outil de création, d'aide à la création, qui génère énormément d'idées. Puis après, eux viennent filtrer, viennent remixer, etc. Mais ils utilisent ça comme un outil. Je pense que c'est une direction très, très intéressante. Donc, tous ces domaines-là, on a envie de déployer. Et en fait, la conséquence, quand on voit un peu tout ça, c'est qu'en fait, la meilleure manière, je pense, de réguler l'IA, ça va être de regarder un peu au cas par cas. Si on a un outil d'aide à l'écriture, par exemple, ben, pourquoi pas? Est-ce qu'on a besoin beaucoup de le réguler? Pourquoi pas? Enfin, sans doute pas. Est-ce que si c'est un outil qui génère de manière automatisée, puisqu'on est au point des articles de news, on n'a pas envie d'avoir des hallucinations, des fake news, etc. Donc là, on a peut-être envie de réguler l'usage de l'IA de manière génération. On a vu que BuzzFeed avait déjà eu un problème de fake news parce qu'ils avaient automatisé la création d'articles avec ChatGPT et que des fois, les IA, comme on le disait, font encore des erreurs. Donc, en fait, c'est très, très dépendant du domaine où on va la déployer. Alors, il y a justement une question d'un de nos abonnés qui est en ligne, qui demande qu'en est-il de l'empreinte environnementale de l'IA? Oui, c'est une grosse question, en effet. Alors, c'est une grosse question parce qu'on est dans le monde du réchauffement climatique aussi, donc il ne faut pas se leurrer. On voit qu'on a une empreinte. Et là, on a une technologie qui est quand même très énergétivore. Elle utilise des GPU qui consomment typiquement 400 watts par GPU. Et on l'utilise des fois pour faire des choses un peu absurdes. Quand vous demandez à ChatGPT ou à GPT-4 de faire 2 plus 2, vous pouvez le faire sur une calculatrice, ça va consommer beaucoup moins que de faire tourner des milliards de matrices pour faire ça. Mais comme on automatise ça, on va se retrouver avec possiblement des cas où les gens utiliseront cette espèce d'énorme marteau pour écraser des tout petits clous. Donc, les deux manières. Alors, je dirais la contrainte que moi je vois, c'est que, comme je disais au début, c'est un peu dur de faire marche arrière et de dire on va juste ignorer